messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Au menu de l'actualité ce soir, manifestation ou diffusion par les médias de toute manifestation ou déclaration publique de soutien à un candidat, un parti ou coalition politique pendant la période pré-campagne. La mise en garde du CNRA, l'organe de contrôle de l'audiovisuel, brandit des sanctions pour dissuader ceux qui seront tentés de ne pas respecter cette mesure. À suivre le communiqué tout à l'heure. La rubrique article de la semaine de ce soir rend hommage à feu Mamadou Moustapha Sarr, l'ex-directeur de Tout Info, rappelé à Dieu ce mercredi à l'âge de 47 ans, un journaliste courtois, affable, mais surtout disponible. À suivre ces deux passages dans la rubrique article de la semaine tout à l'heure. Et dans Fenêtre Biennale, le coquillage, ce mollusque en voie de disparition, interpelle le collectif Exponentiel qui expose à la Biennale Dakar 2022. Ce collectif de femmes sensibilise pour la préservation de ce patrimoine essentiel pour les futures générations. Reportage à suivre en fin d'édition. Bienvenue à tous. Il est interdit de diffusion par les médias de toute manifestation ou déclaration publique de soutien à un parti ou coalition politique ou candidat durant la période de pré-campagne de 30 jours qui a démarré hier vendredi à 0h. C'est un extrait du communiqué du Conseil national de régulation de l'audiovisuel. L'organe de contrôle invite tous les médias diffusant au respect strict de cette loi. Ibrahim Bahoum, chargé de communication du CNRA, au téléphone d'Abdourahmane Di. Le média n'a pas le droit, quelle que soit la personnalité qui vienne, que ce soit le journaliste, que ce soit l'invité, personne n'a le droit d'utiliser un seul média, quel qu'il soit, journal, radio, télévision, site internet, pour faire la propagande. Même si le journaliste se tait et que quelqu'un d'autre le fait, c'est le média. Et c'est la diffusion qui est interdite et qui fait l'objet d'un texte de loi. Maintenant, qu'est-ce qui peut arriver? C'est rupture immédiate du signal. Et ce qui peut arriver dans des cas comme ça, c'est que non seulement pour une minute ou pour quelques secondes que vous vouliez diffuser en risqueur, vous risquez de rester toute la campagne électorale à venir à ce moment-là. Je dis bien la campagne à venir, l'éthique et la déontologie en termes de règles, premièrement. Si journaliste vous êtes suffisamment outillé pour savoir qu'est-ce qui est interdit, vous lisez le texte, vous dites voici ce que je ne peux pas faire, voici ce que je dois m'interdire. Évitez même à votre employeur d'avoir à répondre de cela devant, parce que le CNRA ne s'occupera pas ne parlera pas aux journalistes. Le CNRA va s'adresser à son employeur. C'est donc le journaliste qui doit éviter à son employeur de devoir s'expliquer devant le régulateur. Et pour toutes ces tensions autour des prochaines législatives, la refondation comme perspective pour une stabilité politique et institutionnelle en Afrique de l'Ouest, c'est ce qui a été à l'ordre du jour d'une assemblée générale organisée ce matin par l'Ex-Africa, un thème qui a suscité chez Eliman Khan, le fondateur de cette organisation, une refondation beaucoup plus profonde des institutions afin d'accéder à une démocratie des pays africains. Écoutons ses explications au micro d'Emmanuel John. Ce que nous avons ici, on peut se satisfaire quand on se compare avec d'autres pays, c'est vrai, mais on est loin d'être dans une véritable démocratie. Nous allons plus loin. Nous pensons même qu'il faut revoir ce mode de représentation. Les élections ne font que créer des problèmes en Afrique. C'est des moments de tension. Et des tensions dramatiques parce que c'est des pertes en vie humaine que nous constatons en même temps. Pourquoi ne pas revenir à des modes de représentation qui sont beaucoup plus collés à nos habitudes, à notre histoire, parce que quand même nous avons connu la révolution Torodo, l'Almamia, ici, en 1776. On ne n'élisait pas n'importe qui, on désignait ceux qui nous dirigeaient. Et on est désigné sur la base de principes, ce qui permettait d'avoir les meilleurs. Aujourd'hui, c'est le contraire. N'importe qui peut se retrouver votre dirigeant alors qu'il ne peut absolument rien faire. Pourquoi pas ne pas désigner nos représentants à partir des quartiers et des villages? Parce que dans un quartier ou dans un village, tout le monde se connaît. Si on se retrouve, on se dit, soit ils sont parmi nous les meilleurs, sur la base des critères que nous posons, facilement ça peut venir. Si ça ne vient pas facilement, c'est là qu'on a besoin de l'ingénierie juridique pour organiser les mécanismes qui vont favoriser le choix.
Parlons éducation à présent. Le centre régional de formation des professionnels de l'éducation de Dakar, installé à Rufisque, est désormais équipé d'un Fab Lab par l'ambassade de France. Les enseignants et formateurs d'enseignants seront ainsi formés au numérique à travers des ateliers de digitalisation pour lutter contre la fracture numérique, cause ou plutôt raison d'inégalité sociale. C'est un reportage de Babacar Seck. Le régional de formation des personnels de l'éducation de Dakar a inauguré son Fab Labs dans le cadre du projet Numéduc initié par l'ambassade de France à Dakar. L'objectif est de renforcer les enseignants dans le numérique et l'innovation pédagogique. De plus en plus, le numérique occupe une place prépondérante dans le système éducatif et il nous paraissait important de réfléchir avec nos partenaires sénégalais à comment nous pouvions contribuer à renforcer la formation des cadres, des enseignants, des inspecteurs, des formateurs au numérique éducatif, puisqu'on s'aperçoit que les enfants, et partout dans le monde et en particulier ici au Sénégal, les enfants sont très connectés, utilisent beaucoup les smartphones et qui représentent des outils extrêmement ludiques d'apprentissage, permettant parfois de faire passer des contenus qui peuvent être complexes. Cet outil sera pérennisé et ouvert au grand public pour permettre l'intégration du numérique dans les enseignements-apprentissages. Hassan Diagne, directeur du CRFPE de Dakar. Ce Fab Lab sera ouvert au grand public pour permettre à nos enseignants d'intégrer efficacement le numérique dans les enseignements-apprentissages. Au-delà de cela également, l'ambassade nous a permis également de faire des formations. Parce que les formateurs du CRFPE, depuis 3 mois, bénéficient d'un plan de formation soutenu qui, à terme, va leur permettre d'intégrer efficacement le numérique dans les enseignements-apprentissages. Donc, je suis vraiment un directeur satisfait et comblé de tout ce matériel que l'ambassade nous a offert. Le Centre régional de formation des personnels de l'éducation est le 3e établissement à bénéficier d'une Fab Lab après les écoles franco-sénégalaises de Fann et de Diel Diop. Dans l'actualité également de ce soir, en tournée dans les régions, dans le cadre du Trophy Tour, le ministre des Sports, Matar Ba, accompagné d'une forte délégation, était dans la région de Tambacounda. Le ministre a profité de cette occasion pour permettre, ou plutôt promettre, l'agrandissement du stade régional de Tambacounda, une vieille doléance des acteurs sportifs de cette région. Amadou Ba pour le reportage. Les travaux de réhabilitation du stade régional lancés il y a une dizaine de jours, les acteurs sportifs de Tambacounda ont profité du Trophy Tour pour interpeller le ministre de tutelle pour agrandir la principale infrastructure sportive de la région, une doléance à laquelle le ministre des Sports a répondu favorablement. Je voudrais m'engager au nom du chef de l'État à satisfaire cette doléance. Pour que Tamba ait sa deuxième tribune, et je rêve de voir un match international ici à Tamba et dans toutes les régions du Sénégal. Les acteurs sportifs, toutes disciplines confondues, ne sont pas au bout de leur surprise. Le ministre, dans un élan de générosité, de promettre la construction d'un plateau sportif multifonctionnel. Pour permettre aux handballeurs, aux basketteurs et aux volleyeurs de pouvoir pratiquer le sport de leur choix. Je m'engage aussi au-delà de la tribune de mettre des plateaux multifonctionnels au niveau du stade régional de Tambacounda. Élu il y a à peine un an à la tête de la Ligue régionale, ce membre de la Fédération sénégalaise de football de la région de saluer la mesure avant de faire savoir que sa région ne pouvait espérer mieux. La seule doléance que Tambacounda avait, c'était la réhabilitation du stade. La seconde doléance, réhabiliter le stade. La troisième, réhabiliter le stade. Le président Augustin Senghor, dès son accès à sa reconduction au niveau de la fédération, il a accepté de réaliser, de nous réfectionner le stade, de mettre de l'électricité, de mettre aussi des sièges. Alhamdoulilah, le ministère, en rapport avec le ministère des Sports, le ministre Matar Ba a accepté le vœu. Une quinzaine de jours après le lancement des travaux de réhabilitation de ce stade rouvert en 2014, le président de la Ligue régionale de se féliciter que le gros œuvre soit déjà exécuté. D'abord, comme vous le constatez, la pelouse a été intégralement réhabilitée.
ce qui a fait qu'on a repris les matchs. L'électricité que vous voyez ici aussi, d'ailleurs c'est le lieu de le dire, dimanche Inch'Allah, nos deux clubs fagnots vont jouer leur match nocturne. C'était des difficultés, mais alhamdoulilah, à partir de dimanche, le championnat national sera joué en nocturne. Parce que les lumières maintenant sont remises en état. Et comme vous l'avez constaté, les gradés aussi, on est en train de poser les sièges. Regroupant en son sein une dizaine de petits clubs, les acteurs sportifs de la principale agglomération du Sénégal oriental font de l'espoir que le sport en général, le football en particulier, connaîtra un nouvel essor par la faveur de ces travaux d'envergure. Nouvelle recrue du FC Lorient qui l'a aidé à se maintenir en première division la saison écoulée. L'attaquant sénégalais Sambou Soumanou en vacances chez lui à Tambacounda. Il rêve de jouer pour la sélection nationale de son pays. Rencontré lors de ce Trophy Tour, l'attaquant de 21 ans espère intégrer la tanière des Lions dans les prochaines années. Sambou Soumanou au micro d'Amadou Bari. Pour dire vrai, je suis vraiment ému, je suis content d'avoir assisté à cette cérémonie. Surtout, c'est la première année, c'est la première fois qu'on gagne la CAN. C'est pas facile et les joueurs, ils l'ont vraiment mérité. Pour dire vrai, ma carrière et ma situation, pour le moment, je peux dire c'est pas mal parce que j'ai signé cette année mon premier contrat professionnel avec l'FC Lorient et ils ont confiance en moi. Ils m'ont donné les outils et ils m'ont donné de la confiance pour que je puisse aller de l'avant et de marquer plus de buts possible. Parce qu'on sait, le football, c'est pas facile. Cette année, on a terminé le maintien parce que c'était l'objectif. C'était pas facile, mais on s'est maintenu l'avant-dernière journée. Moi, j'ai marqué 16 buts en tout. Cette saison, 16 buts en tout. J'aimerais vraiment défendre le couleur de ma nation parce que surtout tout le temps je dis Tambacounda parce que Tambacounda, il n'y a pas un joueur qui représente Tambacounda dans l'équipe nationale. C'est ça qui me fait des fois mal, c'est ça qui me fait mal de voir les 11 types ou les 23 jours ou 25 jours sans voir un jour qu'on puisse dire qu'il est né à Tamba ou il était à Tamba ou vivait à Tamba. C'est pour cela que je me bats et je me donne à fond pour y accéder à... C'est une motivation. C'est une motivation, ça, c'est une motivation pour moi. Et puis cette note sur l'international crise en Ukraine, le président Volodymyr Zelensky demande de mettre fin au blocus russe des ports de la mer Noire. Le président ukrainien dit craindre une sévère crise alimentaire et même des famines dans de nombreux pays en Asie et en Afrique. À noter que l'Ukraine était avant l'invasion russe le plus important producteur mondial d'huile de tournesol et l'un des principaux exportateurs de blé. L'actualité, c'est aussi la rubrique article de la semaine, votre rubrique hebdomadaire article de la semaine qui rend hommage ce soir à notre confrère Mamadou Moustapha Sarr, décédé mercredi dernier à l'âge de 47 ans, un habitué de l'exercice. Il y a de cela 3 semaines, l'ex-directeur de publication du site Tout Info a commenté avec El Hadj Malick Cissé les recommandations du Fonds monétaire international. Nous retenons de lui un journaliste courtois, affable, mais surtout très disponible. Retour sur ces 2 passages dans la rubrique article de la semaine avec El Hadj Malick Cissé. Une équipe du Fonds monétaire international dirigée par Edouard Gemaël a mené des discussions du 5 au 17 mai à Dakar. Beaucoup de recommandations notées lors de la 5e revue du programme appuyé par l'instrument de coordination de la politique économique. Des recommandations auxquelles le gouvernement doit donner des réponses concrètes, c'est-à-dire le gouvernement doit les matérialiser. Il s'agit entre autres de l'arrêt de la subvention sur l'énergie, bon, aussi l'élargissement aussi de l'assiette fiscale. Il y a aussi les subventions de l'FMI à saluer. Par contre, le cash transfert de 43 milliards que l'État a accordé aux ménages. Mais ce que je retiens le plus, c'est
un peu les recommandations faites par rapport au code des marchés. Justement, le FMI rappelle le Sénégal à l'ordre concernant les marchés de gré à gré. Le Fonds monétaire international souligne alors l'importance de limiter cette pratique pour garantir un meilleur rapport qualité-prix dans les dépenses publiques. Et sur le plan structurel, sur les 8 repères, les 4 ont été satisfaits. La mission d'évaluation des FMI a constaté, c'est que les marchés de gré à gré ont tendance à augmenter, c'est un constat, et que ces marchés de gré à gré crèvent le budget de l'État parce qu'il faut mobiliser énormément de milliards pour payer les fournisseurs de ces marchés. Et par rapport à ce type de marché, souvent la qualité, l'efficacité des exécutants ou des fournisseurs de marché pose souvent problème. Et donc c'est des marchés aussi corruptogènes. Et donc, qui connaît le FMI et la Banque mondiale lutte beaucoup contre ce fléau de la corruption. Et qu'en est-il de la subvention à l'énergie? Le FMI attend du Sénégal une feuille de route crédible pour l'élimination de la subvention à l'énergie. Comme quoi, la stratégie des recettes à moyen terme devrait être mise en œuvre de manière plus résolue pour stimuler la mobilisation des recettes intérieures. L'énergie est, si je peux l'appeler un denrée, un produit, une marchandise qui est régie par les normes de l'OMC. Donc, les bailleurs de fonds, les grands groupes nationaux, internationaux, en tout cas tout ce qui évolue au niveau du commerce international, ont un œil sur ça. Donc, la subvention sur l'énergie, d'après le FMI, ça crève déjà le budget de l'État parce que c'est de l'argent, c'est des montants, des milliards qui pouvaient aller peut-être dans les secteurs sociaux. Parce que aussi ça, le FMI l'a dit dans ses recommandations. Donc au lieu de subventionner l'énergie peut-être pour une catégorie de citoyens, c'est-à-dire les urbains plus, parce que aussi l'énergie c'est plus dans les villes que dans les villages. Aujourd'hui, dans beaucoup de villages, ils n'ont pas d'électricité. Le sommet de Paris sur les économies africaines suscite toujours des interrogations. Plusieurs chefs d'État africains se sont retrouvés dans la capitale française pour se pencher sur la relance des économies du continent. Pour le quotidien L'Info, en un mot comme en mille, c'est la France-Afrique autrement. On est au début d'un nouveau cycle. Il y a un cycle qui démarre et qui a un air de déjà-vu. On a déjà vu la France-Afrique mis en œuvre pendant des années et critiqué par les opinions publiques africaines, critiqué même au Sénégal où il y a des mouvements qui sont nés comme France Frappe, France Dégage. Il y a beaucoup d'intellectuels qui ont pris position contre cette France-Afrique qui est une sorte de néocolonialisme, d'exploitation de l'homme par l'homme et de détérioration des termes de l'échange dont parlait le président Félix Houphouët-Boigny. Donc, depuis nos pères fondateurs, on a vu la France-Afrique. Avec la nouvelle génération de chefs d'État, on a vu la France-Afrique en œuvre. On croyait que Macron, qui avait crié haut et fort qu'il va signer le certificat de décès de la France-Afrique, est lui-même aujourd'hui le grand promoteur de la France-Afrique, mais autrement de manière beaucoup plus subtile. Parler de la relance des économies africaines hors du continent, un paradoxe que le grand reporter du journal n'a pas manqué de relever en page 4. Mais qui regroupe des chefs d'État africains et qui se tient en France. Ça, je crois qu'il y a un problème de fond. 17 ou 18 chefs d'État africains qui prennent leurs avions vont en France, payent des nuitées dans les hôtels avec leurs délégations pour rencontrer un seul chef d'État français. Mais quand même ça, au point de vue de la forme, c'est un paradoxe. Dans
Fenêtre Biennale ce soir, un collectif de femmes dénommé Exponentiel parle du coquillage à la Biennale à travers une œuvre baptisée Afrique sacrée. Ces femmes appellent à un changement de regard sur le coquillage, un patrimoine essentiel pour les générations futures. Suivons ce reportage signé Mamadou Dian. Loin d'être un simple objet ramassé sur les sables fins des plages, le coquillage est une générosité inconditionnelle de la mer. Le coquillage, c'est pas juste ce petit objet qu'on voit au bord de la plage. C'est pas que ça. Un coquillage, c'est tout un écosystème qui est derrière parce qu'il fait partie de la chaîne alimentaire. Et la chaîne alimentaire, qu'on la regarde du point de vue des végétaux ou des points de vue des animaux, elle fait également partie de la chaîne alimentaire humaine. Donc, tout ce qui concerne les coquillages nous concerne de près ou de loin, qu'il s'agisse de leur préservation, qu'il s'agisse de leur utilisation. Ce mollusque est utilisé depuis des millénaires sur le plan culinaire, la décoration et même la divination. Disons, le coquillage joue sa participation en tant que maillon de la chaîne de vie. Parce que nous nous sommes rendus compte que c'est un objet de notre quotidien qui remonte à des millénaires, mais aujourd'hui auquel on n'accorde que très peu d'importance. Le coquillage n'est pas un parent pauvre, c'est un patrimoine symbolique et réel, un patrimoine aussi bien dans la divination qu'un patrimoine dans l'habitat, un patrimoine aujourd'hui parce qu'avec les coquillages on fait du béton et on fait de la chaux, mais aussi un patrimoine dans les traditions ancestrales. Plus qu'un simple objet, le coquillage nous replonge dans le temps et dans l'histoire. Un changement de regard s'impose sur cette grâce de la nature. On a souhaité, à travers cette œuvre, magnifier cette présence du coquillage dans notre vie, mais également sa place dans l'écosystème marin et de savoir à quel point les coquillages sont importants dans la préservation de l'environnement qui est le nôtre. Un patrimoine précieux pour les générations futures. Ces femmes alertent sur la disparition du coquillage à travers cette œuvre baptisée Afrique sacrée. L'œuvre retrace la symbolique du coquillage dans notre société. Le collectif Exponentiel recommande une utilisation responsable du coquillage aux femmes travailleuses en bordure de la mer. Le coquillage, ce patrimoine précieux en voie de disparition accentué par la pollution, d'après le collectif Exponentiel, il appelle à la préservation de ce mollusque qui s'invite parfois même dans notre cuisine. Rougiatou Cham Sissé est membre de ce collectif. Elle est au micro de Mamadou Dian. En réalité, on est dans une période où c'est quasiment tout l'écosystème marin, tout l'écosystème halieutique qui est remis en question. Il y a les effets de la pollution humaine, parce que les mers aujourd'hui sont remplies d'hydrocarbures, sont remplies de déchets plastiques de tout genre, que ce soit des bouteilles d'eau, que ce soit des bouteilles de shampoing, que ce soit même des brosses à dents en plastique. On trouve un peu de tout dans la mer. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce que l'on retrouve dans la mer, c'est ce qu'on retrouve aussi dans nos assiettes. Donc, tous les éléments qui sont aujourd'hui dans l'écosystème marin et halieutique, tous ces éléments-là sont aujourd'hui menacés. Sauf si aujourd'hui on se retrouve avec un sursaut de conscience où on apprend à recycler nos déchets, à les réutiliser de manière intelligente et à ne plus les injecter dans la nature ni les enfouir, mais à parvenir à en faire une autre ressource. Et en fait, l'œuvre sur laquelle on a travaillé, c'est un peu ça, parce que les coquilles d'huîtres sont jetées, les coquilles de cœur sont jetées, tous les coquillages comestibles que les gens utilisent sont tout simplement jetés, et nous, notre travail a permis de recycler tous ces éléments-là et de les transformer en une œuvre parlante et pleine de sens. Voilà, mesdames, messieurs, qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur ITV.